Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. C'est un cabinet de conseil discret qui aujourd'hui embarrasse plus que jamais l'Élysée. Je le reconnais bien volontiers, je pense que nous sommes allés trop loin. Faut demander à McKinsey. J'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail. Petit con de la dernière averse. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive. Faut demander à McKinsey. Bref, McKinsey, c'est le scandale politico-financier qui normalement aurait dû faire sauter la République, mais c'est passé. Faut le savoir, à côté, les costumes de Fillon, c'est un vol à la tire chez Emmaüs. Ah, c'est vraiment l'amour à la plage, pas encore. Le mois de juin n'est pas encore propice, mais l'amour triomphe, vous avez vu. Macron a dissous par amour. Les élections européennes se sont passées par amour. La France n'a jamais été aussi apaisée, alanguie. Le vivre ensemble n'a jamais été aussi grand. Non. On va vraiment parler effectivement des suites de ce qui s'est passé depuis hier et avant-hier. Les états-majors absolument déchaînés. Tout le monde se demande à quelle sauce il sera mangé. Mais auparavant, on va parler quand même justement de McKinsey. McKinsey, vous avez entendu parler, ce fameux conseil, cabinet de conseil qui d'ailleurs sont sur toute la planète. Et qu'est-ce qui s'est passé, notamment dans la gestion de la santé et du Covid-19 ? On en parle avec la sénatrice Laurence Muller-Bronn, parce que c'est intéressant que pendant les élections et la dissolution, les cabinets de conseil sont là. Voilà, au moins une planche solide dans cet univers un peu mouvant. Et puis évidemment, nous allons parler de ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, le Front populaire d'un côté, ça y est, l'union des droites de l'autre. Est-ce que ça va être bloc contre bloc, camp contre camp ? Les manœuvres, les grandes manœuvres sont parties. Nous allons parler avec Yvan Rioufol, que vous connaissez, journaliste, éditorialiste, et où on en est exactement, avec qu'est-ce qui se passe, et puis les excès. Un drapeau français arraché par les manifestants. Un drapeau français accroché au premier étage d'un immeuble à Nantes. Les manifestants arrachent le drapeau français sous les vivas. Intéressant, je vous dis, on vit une époque tout à fait formidable. On va parler aussi, alors là on est très triste parce que le plongeon d'Anne Hidalgo dans la Seine est reporté. Vraiment, on est extrêmement triste parce que la Seine, c'est pas encore au point. On a dépensé 1,5 milliard, mais vous inquiétez pas, ça va se faire à Pâques ou à la Trinité, mais ça va se faire. Et enfin, nous allons recevoir 2 personnes. Et ça va être passionnant, c'est en dernière partie d'émission. On va recevoir Bernard Monod, qui est économiste sur l'Europe. Quelle Europe on est en train de nous faire. Et Lucien Cerise, qui a écrit Russie-Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN. Voilà, on va décrypter comme on le fait toujours, puisque comme vous le savez, nous avons question à tout. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul. En ce moment, il y a un cabinet conseil qui nous occupe beaucoup. D'ailleurs, des cabinets conseils. On va parler évidemment de ce qui s'est passé, encore une fois, élection, dissolution, réélection. Mais auparavant, on va aussi parler de ce besoin de conseil qui étreint tous les États, en tout cas plusieurs États de la planète, dont notamment le nôtre, bien sûr. Nous allons en parler avec une sénatrice qui connaît la musique. Sud Radio André Berkhoff. Berkhoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Ce sont les goguettes, vous savez, les rois de la chanson parodique. Et ils viennent de faire, évidemment, sur McKinsey. Alors, Laurence Muller-Bronn, merci d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous êtes sénatrice apparentée LR
du Bas-Rhin. Et vous avez effectivement, vous avez été dans la commission d'enquête, je pense, sénatoriale, sur ce qui s'est passé quand même, mais quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que on se dit que ces cabinets conseils qui sont là, qui ont géré le Covid, qui ont géré énormément de choses, et vous en parlez, et on a l'impression qu'il y a eu près d'1 milliard, c'est bien ça, 1 milliard d'euros de dépensés avec toutes les administrations, uniquement pour la France et pour McKinsey. Et uniquement pour 2021. Et uniquement pour 2021. Et on ne connaît pas les chiffres suivants, on est en 2024. On a un manque de transparence sur la suite, donc ce qui pourrait nous inquiéter sur une diminution des dépenses. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne connaît pas les chiffres, bon, 2024, je comprends, mais 2022 et 2023, on ne connaît pas les chiffres dépensés par l'État dans les cabinets de conseil. Et ce n'est pas faute d'avoir demandé. Il n'y a pas de volonté de transparence totale et une opacité entretenue. D'ailleurs, le rapport et la proposition de loi qui avait été votée à l'unanimité au Sénat en octobre 2022 a mis 15 mois avant d'arriver à l'Assemblée nationale. Début de cette année. Et c'est vrai que le Palais Bourbon est très loin du Sénat. C'est vrai qu'il y a un parcours de force, là. Je n'ai pas un parcours sub, j'allais dire. Mais expliquez-moi, à votre avis, franchement, pourquoi, Madame la sénatrice, pourquoi, essayez quand même, moi je suis un peu huron, naïf, je voudrais comprendre pourquoi, puisque ça devrait être la transparence dans une démocratie. Bon, on fait appel à des cabinets de conseil. 1 milliard après ou d'1 milliard en 2021. 2022, il y a une élection, 2023, etc. Mais vous en parlez quand même, et vous dites quand même, si j'ai bien compris, et corrigez-moi si je me trompe, c'est que McKinsey a conseillé gratuitement un certain président de la République pour sa campagne. Ça, on le sait, ou pas? Oui, ça, c'est même prouvé, puisqu'il y a 3 procédures pénales qui sont aujourd'hui suivies par le parquet national financier depuis mai 2022. D'accord, 3 procédures. 3 procédures pénales qui sont en cours. L'une cible les soupçons de fraude fiscale qui concernent McKinsey, dont le siège a été perquisitionné, donc avait été en mai 2022 déjà. Et on a eu l'idée du montant ou pas du tout? Du point de vue de la fraude fiscale. On ne l'a pas aujourd'hui, mais ça s'étend, il n'aurait pas payé d'impôts sur les sociétés de 2011 à 2021, donc pendant 10 ans. Voilà. D'accord. Une seconde a été ouverte en octobre 2022 qui concerne les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, c'est celle que vous évoquez, pour 2017 et pour 2022, et qui vise à éclaircir en fait les interventions à titre gratuit du cabinet McKinsey dans la campagne. Là aussi, on n'a aucune précision sur les comptes. Voilà. Ou sur les interventions. C'est pas clair en tout cas. Donc deuxième procédure. Deuxième, et la troisième, c'est celle pour favoritisme et recel de favoritisme qui a débuté en octobre 2022 et qui est à l'origine de la récente perquisition au ministère de la Santé le mercredi 29 mai dernier. Hein, et il y a un mois. Voilà, il y a un mois, au moment où la deuxième lecture de la proposition de loi revenait de l'Assemblée nationale et était dans l'hémicycle du Sénat. Plusieurs contrats de l'État avec McKinsey n'ont pas fait l'objet de marchés publics. Ah oui, c'est ça. Parce que normalement, la règle, la loi, c'est qu'il faut des marchés publics et l'appel d'offres. L'appel d'offres. Écoutez, tout élu local, même les plus petites des communes sont soumises à cette loi de mise en concurrence. Et d'ailleurs, c'est souvent, on le dit, hein, moi j'ai été maire et vice-présidente de communauté de communes. On a des démarches administratives qui peuvent être lourdes, mais qui doivent garantir la transparence de la procédure et encadrer pour éviter le favoritisme. C'est ça. Et c'est dans la loi. Enfin, c'est dans la loi. Et donc ça n'a pas été appliqué au cabinet de conseil. Voilà. Mais au niveau de l'État. Donc opacité, mon beau souci. Ça a été ça et c'est encore ça. Et c'est encore ça, puisque aujourd'hui, l'enquête avance lentement, puisque depuis octobre 2022, c'est un euphémisme, oui. Voilà.
On a l'impression que l'État voudrait mettre les sujets sous le tapis, puisqu'il y a évidemment notre vie politique française est ponctuée de nombreux rebondissements qui font peut-être oublier, mais c'est de l'actualité récente, puisque cette perquisition a eu lieu il y a même pas 2 semaines, et que le texte était de nouveau au Sénat il y a 2 semaines. Donc il n'est pas perdu, ce texte, puisqu'au Sénat nous continuons de garder les textes. Il était en 2e lecture, heureusement. C'est un texte qui va continuer son chemin. Mais est-ce que ce texte a été, à propos de l'Assemblée nationale, il a été montré, il a été débattu à l'Assemblée nationale? Alors il a été débattu début de l'année, donc 15 mois après avoir été en première lecture au Sénat. Il a été débattu et il a été notamment déshabillé et des exigences qu'il apportait. Et nous, au Sénat, nous avons eu souci de le reconstruire dans sa formule initiale. Et de le renvoyer. Parce que dans sa formule initiale, il demande vraiment la déontologie, la transparence. En fait, il faut bien savoir que nous ne sommes pas pour le non-recours au cabinet de conseil. Il y a des sujets où on a recours, mais dans la légalité, la transparence qui est imposée et les lois de déontologie qui sont imposées à toutes les administrations et institutions de notre pays. Et là, on a fait le pas de côté, et on les a ignorés, il faut bien le dire. Voilà. Donc le texte est rétabli dans sa formule initiale, et il devra repartir quand l'Assemblée nationale se remettra au travail. C'est ça. Il faut attendre maintenant les élections. Voilà. Mais vous voyez, Madame la sénatrice, les élections ont besoin de cabinet de conseil. Il faut laisser travailler McKinsey. Il a travaillé pour la campagne européenne, il va travailler pour la nouvelle campagne des législatives. Apparemment, il y a des gens qui n'ont pas de problème pour avoir du travail. Donc, dites-moi, très franchement, et on va parler un tout petit peu, on va aborder l'actualité, mais vous pensez vraiment, en votre âme et conscience de citoyenne, et je sais que vous l'avez, que ce sera revu à l'Assemblée nationale avant 2030 ou 2050 ? La transparence des cabinets de conseil ? Je le pense vraiment, parce que les collègues qui ont mené qui ont présenté ce rapport, Monsieur Bazin, le sénateur Bazin, et la rapporteure Madame Assassi vont suivre le sénateur Bazin. Oui, mais ils n'ont pas de pouvoir sur l'Assemblée nationale, pardon. Et non, mais quand même. Ouais. Après, il y a une CMP. Je pense que là, vu ce qui est en train de se passer, ce genre de rapport, de commission d'enquête va intéresser. Ça, qui l'intéresse, qui va intéresser, mais effectivement, la question de la transparence. Et à ce propos, je voudrais vous demander, on va suivre ça, et avec vous, bien sûr, encore une fois, nous espérons que ça va arriver dans un délai raisonnable. Mais ça, ce n'est pas nous qui décidons. Mais, Madame la sénatrice, alors, en tant qu'élue, en tant que citoyenne, que pensez-vous de ce qui se passe en ce moment? Quel est votre sentiment? Alors, Dissolution, élection, réélection. Mon sentiment, c'est que nous sortons d'élections européennes et qu'on n'en parle même plus. On ne parle que de politique nationale. Or, ce sont des élections européennes qui ont vu de nombreux pays où la droite et l'extrême droite, entre guillemets, a pris de l'importance. Oui. Et nous sommes le seul pays où le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée, son Parlement, et de mettre en suspens la vie politique de son pays. Pour 3 semaines, un mois. Au moins. Oui, c'est vrai. Parce que après, il y avait la pause parlementaire. On ne sait pas ce que vont devenir les ministres. Ils sont aussi en suspens. C'est grave. Il y a des conséquences sur. Moi, je devais présenter hier une proposition de loi. Qui est, heureusement, elle émane du Sénat, donc elle n'est pas annulée, mais tous les textes importants sur le logement, sur la relance économique, sur la santé, tous les textes sont en suspens. Alors, et ceux qui émanent de l'Assemblée nationale sont annulés. Le travail est à refaire complètement. Il y a quand même beaucoup... Ah oui, on repart de zéro. De zéro. Le texte sur la fin de vie, par exemple, qui avait demandé beaucoup d'énergie et de travail, vous repartez à zéro. On a tout un tissu
tissu d'entreprise, d'artisanat, des mesures sociales qui étaient à prendre et qui sont où le travail est complètement arrêté, où il est en suspens. Donc je reviens aux élections européennes. Pendant que la France aujourd'hui est dans le chaos, les autres pays continuent de travailler. Et la France est affaiblie aux yeux de tous les autres pays européens. Et là, bien la procédure à Strasbourg et à Bruxelles continue, c'est-à-dire on va se partager les top jobs. Les commissions, etc., les présidences, oui. les vice-présidences, et la France ne sera pas présente. Nos députés européens n'accéderont pas à des postes qui permettent de faire peser l'esprit politique français. Donc la décision de... Vous voulez dire les commissions vont se faire maintenant, en l'absence... Ça ne va pas arrêter l'institution européenne de tourner. Oui, mais les députés européens élus français pourront aller travailler. Oui, mais l'image du pays est dégradante de ce qui est en train de se passer. C'est un chaos pour la France, mais un chaos aussi pour l'Europe. Nous sommes quand même un pays important et Strasbourg est en France. Le Parlement européen a son siège à Strasbourg. Donc vous imaginez le regard, d'ailleurs on le voit dans l'Allemagne, moi je suis sénatrice du Bas-Rhin. J'étais maire d'une commune qui est directement sur le Rhin, un passage frontière, et on a la presse quotidienne allemande qui, elle, va pouvoir bien se placer en voyant la France diminuer. Il ricane déjà ? Oui. Oui, malheureusement. Écoutez, à suivre. C'est vrai que cette histoire de transparence, juste un mot. Moi, ce qui m'a absolument fasciné, et j'étais pas le seul, c'est quand ce Parlement européen dont on parle a refusé, quel que soit, qu'on soit de gauche, de droite, d'extrême, etc., a refusé la transparence pour les contrats faits par la Commission européenne avec les laboratoires. Vous imaginez ? Complètement. J'ai suivi de très près avec Michel Rivasi et d'autres élus qui ont exiger cette transparence et on va rester, c'est une image bien troublante du Parlement européen puisque là aussi en France comme en Europe la crise sanitaire nous a quand même inspiré des doutes quant à la transparence, à la vérité que les populations sont en droit d'obtenir. Espérons en tout cas que ça arrive un jour. Merci, Madame. C'est moi qui vous Laurence remercie, Muller. Monsieur Bercoff. Laurence Muller-Bronn, vous êtes sénatrice, je rappelle, apparentée à l'air, donc libre du Bas-Rhin. Et si vous voulez réagir, 0826 300 pour poser toutes vos questions, puisqu'on va parler de politique désormais avec Yvan Rioufol. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Dans tous mes états, mais écoutez, c'est beaucoup plus que ça aujourd'hui. Attention, on complote, on magouille, on fripouille, on y va au nom évidemment de la démocratie, bien sûr, parce que nous sommes en démocratie. Nous rappelons-le quand même pour le cas où certains en douteraient. C'est vrai, on l'est par rapport d'ailleurs à beaucoup d'autres pays, on peut le dire. Mais alors, qu'est-ce qui se passe entre Front Populaire, Rassemblement National, Reconquête? On sent les ruptures, les pax, les cris et les chuchotements. Écoutez. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le fait du jour. Indulgent, Michel Lugas, c'est sympa d'être indulgent. Oui, on nous demande surtout nos votes. Votez et votez bien et votez dans le bon sens. Yvan Rioufol, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, essayiste, éditorialiste et évidemment journaliste. On vous connaît depuis longtemps et on vous reçoit toujours avec plaisir, Yvan. Il se passe quand même quelque chose d'intéressant. D'abord, alléluia, le Front Populaire est ressuscité. Depuis 1936, on l'attendait. Ah, ce n'est plus Jaurès, Blum, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous voyez, on se reconstitue, on dit allez, un candidat unique au premier tour, mais déjà quelques os dans le gaz avec Raphaël Glucksmann. Et d'un autre côté, alors effectivement, on sait que le Rassemblement National a été en tête dans tous les départements français, pratiquement, sauf
la Seine-Saint-Denis, sauf l'Île-de-France, et en tête de 94% des communes de France et de Navarre, ce qui veut quand même dire quelque chose. Et on voit les tractations ont commencé entre les LR, entre Reconquête, Marion Maréchal qui, je ne dirais pas revient à Barcaille, mais va voir sa tante. Alors, Yvan Rioufol, c'est quoi? C'est vraiment avec un Macron qui dit, allez, réélection dans 3 semaines, rompez le banc, juillet, etc. C'est une sacrée, en tout cas, je ne sais pas si c'est une embardée ou un accident, à votre avis. Moi, je verrais presque ça comme une sorte de révolution démocratique, mais une révolution. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est un vieux monde qui est en train de s'effondrer, qui s'est effondré. D'abord, s'est effondré le mur du politiquement correct, qui jusqu'alors intimait de répondre aux oukases et aux interdits. Et on a vu que les Français ont passé outre, puisqu'il y a eu quand même préalablement à ces législatives européennes toute une menace sur la montée à nouveau, et qu'on va voir revenir la montée du fascisme, de l'extrême droite, etc. Mais on voit que cela ne prend plus, que les Français se sont libérés de ce conformisme-là, et donc j'assimile cette libération à l'effondrement du mur de Berlin, qui empêchait dans le fond de dire les choses, et je pense que les Français sont prêts aujourd'hui à dire les choses, et d'ailleurs je remarque que ce sont les Français qui imposent le tempo politique aux partis politiques eux-mêmes, c'est-à-dire que ce sont les Français eux-mêmes qui ont imposé la motion de censure que n'osaient pas voter les parlementaires, et cette motion de censure a été avalisée dans le fond par le président qui a dissous. C'est le président qui a dissous sous la pression du peuple lui-même, si je puis dire. Et c'est sous la pression du peuple lui-même, plus que des partis et des appareils, que se met en place aujourd'hui des grands rapprochements, des grandes coalitions, des grands fronts populaires, en attendant même un grand front populiste, si l'on admet que le front populaire resterait à gauche. Mais en tout cas, il y a un front populiste aussi qui est maintenant possible, qui vraiment se discerne à droite aussi. Donc tout ça me paraît très encourageant. Et c'est en cela que je pourrais parler d'une période, en tout cas révolutionnaire ou pré-révolutionnaire. Oui. Ah oui, à ce point. Je trouve en effet que tous les tabous sautent, qu'aujourd'hui il n'y a plus de préjugés, que les Français ont envie de s'accaparer la parole, et que le système, pour prendre un mot bateau, que le système n'a plus les arguments pour faire taire les uns et les autres. C'est-à-dire que les parias aujourd'hui sont amenés à écrire l'histoire, de mon point de vue. Les parias, les oubliés, les invisibles, tous ceux qu'on ne voulait pas voir dans les radars politiques, ce sont ceux-là même qui maintenant s'invitent, alors plus ou moins brutalement, et vont s'inviter, et d'autant plus qu'ils vont s'inviter qu'il y a une grande maladresse de la part d'Emmanuel Macron à toujours penser qu'il a en face de lui un fascisme qui vient. Et donc plus Macron se raidit lui-même en disant que l'extrême droite est un danger pour la démocratie, plus il le rejette de facto toute une partie d'un peuple qui ne se reconnaît plus en lui, mais qui ne se reconnaît pas non plus dans l'extrême droite. Mais il faut dire que l'extrême droite est menace. Oui, mais est-ce que ce n'était pas, depuis 2017, un fascisme confortable? Emmanuel Macron avait tout intérêt à se retrouver en 2017 face à Marine, en 2022 face à Marine, et à nouveau rebelote. Donc vous ne pensez pas, vous, que c'est plutôt une manœuvre, il est quand même un bon stratège. On aime ou on n'aime pas Emmanuel Macron, il sait faire. Alors, il va recommencer ce qu'il sait faire, c'est-à-dire qu'il va faire le procès en incompétence à Marine Le Pen, il va faire le procès en fascisme à Marine Le Pen et en extrême droite et tout ça. Oui, ça, je ne le nie pas. Mais je constate d'abord que ce procès-là ne fonctionne plus, puisqu'on a vu que les Français n'avaient pas été intimidés par ceci. Et puis, s'il rajoute quand même une autre considération qui est en train de se débloquer sous nos yeux, c'est si les Républicains s'allient par une coalition au Rassemblement national lui-même, cela édulcore précisément l'épouvantail que... Vous voulez dire un certain nombre d'électeurs qui voteraient républicains? S'il y a des électeurs qui votent républicains, si Ciotti se rallie, parce que c'est ce dont on parle. Parce que il va parler Ciotti, à 13h. A priori, il donnerait son accord pour des coalitions, et donc il laisserait comprendre que lui-même n'a même plus peur de ce Front National-là qui présupposait être un reliquat d'extrême droite. Et donc, je pense que l'argument de l'épouvantail de l'extrême droite tomberait encore plus rapidement qu'il n'est tombé. Et donc, je vois pas très bien en quoi Emmanuel Macron peut sortir vainqueur. Je pense qu'il s'est bercé d'illusions. Il a été aveuglé par son propre narcissisme qui lui a fait croire que, décidément, personne ne pouvait le haïr. À ce point-là, il a cru il croit, il en est même persuadé qu'il a 20 jours pour essayer de renverser la vapeur. Mais je pense qu'il n'évalue pas à son vrai niveau ce qu'est la colère française. Oui, mais alors, Yvan Rioufol, quid de ce qui se passe côté Reconquête,
reconquête, on a vu effectivement Marion Maréchal parler devant un Éric Zemmour un peu renfrogné en disant voilà, on va aller faire une coalition. Hier, elle était chez sa tante avec Jordan Bardella et apparemment, les bruits de ralliement, de coalition se multiplient. Alors évidemment, la soupe est bonne et on peut comprendre cela, mais est-ce que, à votre avis, face à, on verra ce que va donner ce, entre guillemets, Front populaire, face à cela, est-ce qu'il y aura une recomposition de la droite? Elle se fait sous nos yeux, on les voit, elle se fait sous nos yeux avec la démarche qui a été celle de Marion auprès de sa tante, mais surtout auprès du Rassemblement national. Ce ne sont pas tellement les relations humaines qui comptent là, ce sont vraiment les rassemblements de structure politique. Et l'on voit qu'il y a un rapprochement qui s'opère aujourd'hui entre, en tout cas, Reconquête et le Rassemblement national. Oui, surtout qu'elle était entourée des 3 députés élus européens. Elle a l'appui de Pelletier, elle se prévaut de l'appui de Pelletier et de Nicolas Bay. Donc on sent d'ailleurs que derrière tout cela, il y a une sorte de putsch, ou en tout cas d'OPA, qui a été opéré par Marion d'une manière très habile auprès du parti, au point que Zemmour a fait un communiqué dans lequel il se demande quand est-ce qu'il va pouvoir être reçu par Marion, ou quasiment, pour avoir les éléments de ce qui s'est conclu. C'est quand même dur pour Éric Zemmour. Hein. C'est très dur pour Éric Zemmour, mais là, il paye quand même sa faute politique initiale, qui a été de plaider pour l'union des droites, et là, je l'applaudissais, mais ça a été dit bien avant moi aussi, tout en crachant la figure de Marine Le Pen. Donc il y a quand même, à un moment donné, un manque psychologique, un manque de lucidité de sa part, et donc je pense qu'il va payer là sa faute politique. Alors peut-être sera-t-il même exclu de son propre parti, ou que serait quand même excessif. Ça en prend un petit peu le pli. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, il y a un parallèle à faire entre les deux indésirables aujourd'hui des deux grandes formations, c'est-à-dire qu'il y a un indésirable à droite qui serait Éric Zemmour, et un indésirable à gauche qui serait Mélenchon, où là aussi il y a des réticences dans la constitution. Oui, ils ont tous accepté quand même d'être avec LFI, de se rallier. Peut-être que cela a changé, mais enfin, quand je vois que Glucksmann refuse d'apporter sa caution à ce rapprochement avec Mélenchon, et quand je vois que Ruffin prend également ses distances, on voit que là aussi Mélenchon est un homme qui gêne, comme Zemmour maintenant est un homme qui gêne. Vous ne croyez pas que Glucksmann pourrait être le Zemmour du PS? Oui, je pense que Glucksmann peut être le Zemmour du PS, oui. Et donc, alors, dernière question, Yvan Rioufol. Et effectivement, ça va promettre, et on verra ce que seront, parce que beaucoup de Français seront en vacances, iront-ils voter? Bon, ça c'est une autre question. Mais pour vous, quand vous dites effectivement qu'aujourd'hui, donc, vous dites que d'un côté, le plafond de verre est tombé, c'est cassé, c'est fracassé. Oui. Vous le pensez, hein, c'est fait, ça? Je le pense. On le verra bien, naturellement. Mais enfin, ma conviction est, pour observer depuis longtemps cette colère sourde qui n'arrive pas à s'exprimer, qui ne cesse de mettre des points sur des i à chaque fois, qui est rembarrée au prétexte de diabolisation imbécile. Je pense qu'on arrive là au bout d'un processus, et en cela que je dis que le vieux monde s'effondre, ce vieux monde des démocrates mondialistes qui détestaient le peuple et les patries et les nations. Ce monde-là s'écroule. Alors c'est intéressant, Biruffol. Écoutez, on va faire 3 petits sonores, mais intéressants. D'abord, les Guignols. Les Guignols, ça date, je le dis tout de suite, de 1997. Écoutez, c'était Jacques Chirac qui parlait du forfait. Quand on est président, on a un forfait. Écoutez. Française, Français, il y a 2 ans, vous m'avez accordé le forfait président. J'en suis content, merci. Alors, dans mon forfait président que j'ai, il y avait plein de trucs. Il y avait essai nucléaire, j'ai fait. Sympa. Il y avait aussi excursion à l'étranger. Là, bon, je profite, hein. Ah, maman, qu'on profite. Ah, putain, oui, on profite, hein. Et là, il se trouve que dans mon forfait président, il y a aussi dissolution de l'Assemblée, comme je veux, quand je veux, le client est roi. Alors, hop, je dissous. Pourquoi? Parce que j'y ai droit. C'est dans mon forfait. Alors après, il me reste couvre-feu et guerre mondiale. Mais bon, j'ai le temps. C'est quand même un forfait de 7 ans que j'ai. Et voilà, là c'est le forfait de 5 ans, mais Macron a dit, c'est mon forfait, je le fais, et on verra les conséquences. Et puis alors évidemment, ça a rejailli tout de suite, depuis hier, des manifestations partout. Écoutez, notamment à Rennes.
Voilà, c'était Bardella au bûcher, le RN au feu, etc. Voilà, au centre, pardon. Voilà, c'était évidemment des gens qui n'aiment pas beaucoup. Et enfin, c'est intéressant que aujourd'hui, Raphaël Glucksmann se pose des problèmes, effectivement, par rapport à Emmanuel Macron, à Jean-Luc Mélenchon, parce que il y a une manifestation dès samedi soir, et écoutez ce que scandaient les manifestants place de la République. L'assassin, Glucksmann, complice d'Israël, assassin, Glucksmann, complice d'Israël, assassin. Alors, Israël assassin et Glucksmann complice. Ça n'a pas dû faire très plaisir à Glucksmann. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là, Yvan Rioufol, c'est la dernière question, est-ce qu'il n'y a pas là quand même quelque chose où Olivier Faure a peut-être signé, sans l'assentiment et sans l'aval, vous l'avez dit, de Glucksmann, et ça augure de quelques divisions dans ce front dit populaire? Ah oui, non, mais Glucksmann ne s'associera pas. On pouvait reconnaître à Glucksmann qu'il représentait en tout cas la gauche antitotalitaire, la social-démocratie antitotalitaire. Pour moi, la social-démocratie fréquentable. Et là, le front populaire qui vient d'être conclu hier soir est un front de la honte, en effet, parce que il cautionne ce que l'on entend là, c'est-à-dire il cautionne des slogans de haine, des slogans antisémites. Et d'ailleurs, je trouve que Macron joue un jeu dangereux, parce que s'il continue à vouloir dire que après lui le déluge, et si ce n'est pas lui, c'est le fascisme, c'est exactement ce que le propos que tiennent également les militants de la France insoumise. Or, les militants de la France insoumise tiennent ces propos-là avec une véritable violence physique. Déjà, hier, on a vu que la violence avait débordé des manifestations qui avaient été organisées. Et donc, quand il dénonce le péril de l'extrême droite, il se comporte très exactement avec les caractéristiques de l'extrême droite, c'est-à-dire un mouvement qui refuse les règles de la démocratie. Et il y a des fascistes de gauche comme il y a des fascistes de droite. Qui pratique la violence pour s'y imposer. Et donc, si le président de la République continue à vouloir attiser les braises et à dire que le fascisme nous menace, vous savez, il était encore à Oradour-sur-Glane hier pour essayer de faire comprendre que ce serait le nazisme qui pourrait encore déferler sur la France. Il nous avait fait le coup au deuxième tour des élections de 2017. Je pense qu'il joue un jeu très dangereux, et d'ailleurs j'ai appris qu'il avait renoncé à sa conférence de presse de cet après-midi. Je pense qu'il doit y réfléchir pour essayer de voir quelle serait sa position la plus habile. Tout à fait, Yvan Rioufol, il faut rappeler que le Rassemblement national a fait 36% des votes à Oradour-sur-Glane. Oui. Comme par hasard, et le reste, qui votera verra. Merci Yvan Rioufol. Merci Yvan Rioufol d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio et on revient dans un instant pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Avec André Berkoff évidemment jusqu'à 14h et vous au 0826 300 300 et c'est Olivier qui a composé ce numéro depuis Lyon. Bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour M. Berkoff, ravi de vous parler. Je suis ravi et content. Voilà. Merci. Alors on vous écoute Olivier. Alors, pour moi, pour les patriotes, c'est une occasion unique, franchement unique pour sauver la France. C'est vraiment une occasion unique pour la droite. Et pour moi, la clé, c'est les LR. On va avoir monsieur Éric Ciotti qui va annoncer ça vers 13h, 13h15. C'est vraiment aller avec Marine Le Pen et Bardella. Et franchement, c'est une occasion unique. Moi, toutes les patriotes, maintenant, je veux dire, il n'y a plus de personnes, c'est fini. Maintenant, on met l'amour de la France au milieu et on pourrait y aller. Voilà, c'est une occasion unique. Et franchement, s'il rate cette occasion, voilà, c'est l'occasion de gouverner avec la droite les 30 ans, les années à venir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et ce rassemblement, franchement, je l'ai rêvé. Voilà, je l'ai rêvé pendant des années. Voilà. Écoutez, on verra ça très très vite, puisque très vite les alliances vont se former. Ils ont très très peu de temps, donc on va voir ce qui se passe et on va voir, parce que les Républicains aussi sont assez divisés là-dessus. Donc on verra un peu ce qui se passe. Mais écoutez Olivier, ce que j'ai dit un peu plus tôt, qui votera verra. Voilà. Merci. Écoutez, merci M. Berkoff. À bientôt. Merci. Au revoir. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Georges Brassens, et oui, qu'on soit jeune con ou vieux con, effectivement, le temps ne fait rien à l'affaire, vous l'avez dit. Et je n'en voudrais pour preuve, les preuves s'accumulent, que ce qui s'est passé lundi soir à Nantes. À Nantes, bon, après la percée du Rassemblement national, il y a eu beaucoup de manifestations, effectivement protestant pour chasser la peste brune, disent certains, qui se disent, Antifa. Il faudra dire beaucoup de choses sur ce que veut dire Antifa aujourd'hui. Mais quelque chose s'est passé quand même qui prête vraiment à question. Donc il y avait la France Insoumise, la CGT, l'UNEF, etc. Ils étaient 1000 personnes rassemblées lundi à Nantes. Un cortège est parti vers 19h depuis la préfecture de la Loire-Atlantique derrière une banderole marquée Révolution ou Barbarie. Mais là, il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant. Il y avait, sur un immeuble, au premier étage, un drapeau français. Voilà, quelqu'un avait mis un drapeau français. Eh bien, la manifestation s'est arrêtée là, et quelqu'un a grimpé pour arracher le drapeau français sous les applaudissements et les vivas des manifestants. Alors, ça devient quand même intéressant. Donc, ils estiment qu'ils sont dans un pays occupé par la France. C'est comme si, effectivement, en 42, il y avait un drapeau nazi sur tel ou tel immeuble et on arrachait le drapeau. Là, c'était un geste de résistance et ô combien, surtout en 41, 42. Mais là, que des manifestants, quels qu'ils soient, de gauche, de droite, qu'ils soient d'où qu'ils viennent, dites qu'un drapeau français est le symbole de l'extrême droite de la peste brune, mais on est dans quel délire ? On est dans quel travestissement mental? On est dans quel wokisme neuronal pour arriver à ce point? Non mais franchement, je vous pose la question. Alors maintenant, un drapeau français, quiconque a un drapeau français devra être classé à la droite d'Adolf Hitler. C'est ça? C'est ça que vous dites. Eh ben, c'est très intéressant. Les résultats se feront sentir dans pas très longtemps. Et c'est quand même extraordinaire que quand on est con, mais à ce point, ça devient de l'art. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Là, je vais vous dire, je suis très triste. Très, très triste. J'attendais, comme des millions de Français, le 23 juin. Voilà. Encore une fois, qu'est-ce qui se passe le 23 juin? Oui, il devait se passer qu'Anne Hidalgo allait plonger dans la Seine. Et elle avait invité aussi Laurent Nunez. Mais c'était un grand moment. Vous savez que on n'en dormait plus. On attendait ce moment extraordinaire. Et tous les Français, tout le peuple allait enfin pouvoir se baigner dans la Seine dépolluée. Depuis des siècles, on n'y arrivait pas. Ça y est, c'est fait. Eh ben non. Non, c'est pas fait. Et pourtant, Hidalgo nous avait prévenu. Elle était prête. Écoutez ce qu'elle disait. Ras-le-bol du bashing des jeux, quoi. Arrêtez, mais ras-le-bol. Ras-le-bol à tous ces peines à jouir qui n'ont pas du tout envie qu'on puisse célébrer quelque chose ensemble. Mais voilà, c'est vrai, on aurait plongé ensemble, Anne. Franchement, là, vous nous décevez beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez parlé de la Seine, et vous avez dit ceci. Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis que, en fait, oui, on va nager dans la Seine, parce que on a fait le nécessaire pour que la Seine puisse être baignable. Et que ça va être vraiment un héritage exceptionnel. Mais alors, plouf! Et alors, justement, vous dites, on allait plonger dans la Seine, héritage exceptionnel. Mais vous savez, quand vous dites ça, mais qu'est-ce qui reste au gna gna gna, et au gna gna gna, et au gna gna gna? Eh ben, ils vont aller voter. Et comment ils vont voter les gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna? Eh ben, on le saura très très vite, cher Anne Hidalgo. En attendant, préparez-vous quand même à la plongée, et je ne dis pas à la noyade, bien sûr. Restez bien avec nous sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face. André Berkoff reçoit Lucien Cerise et Bernard Monod. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h04 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkoff qui reçoit aujourd'hui deux invités pour le face-à-face. Bernard Monod, économiste, vice-président du Cercle national des économistes, ancien eurodéputé, qui vient nous voir pour son livre L'Eurovision pour les peuples de l'Europe fédéraliste à l'Europe des patries. C'est aux éditions Muller et nous avons aussi avec nous en plateau Lucien Cerise pour son livre Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN. Bonjour à tous les deux. Voilà. Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, qui est paru aux éditions Culture et Racine. Et je suis très heureux de vous avoir tous les deux. Alors, ce sont des sujets différents, mais enfin, quand même, tout se passe en Europe, en tout cas en l'occurrence. Hein. Et on est au lendemain d'élections européennes. Je ne vais pas vous faire discuter politique. Je trouve que vos livres, c'est plus important. Je veux dire, c'est lié, bien sûr, que l'actualité politique, bien, même si elle est très chaude. D'abord, Lucien Cerise, c'est intéressant parce que votre livre, qui m'a passionné, vous avez commencé à l'écrire en 2017, c'est bien ça? Non, en 2014. En 2014, voilà, exactement. Vous l'avez publié.
terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. L'information. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bien, mesdames et messieurs, avant de continuer notre discussion avec Bernard Monod et avec Lucien Cerise, petite annonce d'un divorce annoncé, effectivement. Éric Ciotti vient de dire, le président des Républicains vient de dire qu'il faut une alliance avec le Rassemblement National, et Olivier Marleix vient de dire ses propos n'engagent que lui. Voilà. Nous vous tiendrons au courant de ce que vont dire les conjoints dans les heures à venir. Mais pour le moment, concentrons-nous sur l'Europe, parce que c'est l'Europe qui a les élections qui ont donné tout ça. Alors Bernard Monod, vous avez écrit, alors vous avez été député européen, je le rappelle, vous êtes économiste, vous connaissez bien les arcanes bruxelloises, c'est intéressant, vous avez travaillé sur les marchés financiers. Alors cette élection européenne, ça vous a inspiré quoi? Comme les précédentes, un grand bluff. Je l'ai compris en étant effectivement. Ah, vous dites que c'est un bluff là, ce qui s'est passé. C'est un grand bluff qui s'est passé, qui était, j'avais déjà annoncé avant que les élections du 9 juin, et en réalité, tout ça pour ne rien changer. Il va rien se passer du tout. Au contraire, l'agenda euro-atlantiste va continuer à avancer. Je le dis à vos auditeurs. Ce qui va se passer, c'est d'ici la fin de l'année, la réunion du Conseil européen qui va se constituer en convention pour faire passer le projet que j'avais dénoncé, moi, le scandale que j'avais dénoncé déjà en novembre lors des votes qui avaient eu lieu à l'Assemblée, déjà au Parlement européen, puis en décembre à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de préparer la fédération européenne, c'est-à-dire un véritable... Vous dites que ce projet fédéraliste européen va avancer, là. Il est dans les cartons. Il y en a un qui trépigne, c'est Mario Draghi, vous savez, l'ancien Premier ministre italien, puis président de la Banque Centrale Européenne, etc., qui est l'homme... de Goldman Sachs, Europe. Enfin bon, il est passé par toutes les arcanes de l'atlantisme, et donc il est là pour remplacer probablement Ursula von der Leyen, qui va être probablement écartée et qui sera promue par le PPE, le groupe qui le groupe majoritaire, donc le Parti populaire européen, dans lequel figurent justement les LR, et donc probablement il va être élu, et dans les 6 mois à 1 an qui viennent, ils vont passer la convention au Conseil européen des chefs d'État. J'en profite pour préciser que Macron conserve les compétences de défense et des affaires étrangères, y compris si le gouvernement est d'opposition. Oui, bien sûr. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est réservé, on le sait. C'est pour ça que les centres des décisions vont être maintenant au Conseil européen, où tout va se décider pour l'avenir de l'Europe. Et j'en profite pour préciser que l'Union européenne n'est pas l'Europe. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'Union européenne est une organisation administrative artificielle conçue depuis des décennies, depuis Maastricht, Lisbonne et bien avant déjà. Et tout a été organisé. Donc ce qui se passe là depuis le 9 juin, moi ça ne m'étonne pas du tout. On est dans l'agenda euro-atlantiste, et l'étape suivante, c'est la Fédération européenne. Alors Bernard Monod, vous dites que ce qui s'est passé notamment en France, et notamment cette poussée de ce qu'on appelle certains le populisme, d'autres la droite ou l'extrême, ne change absolument pas la donne. Rien du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la Commission européenne qui a le monopole absolu législatif et l'exécution des missions, donc d'exécution. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez l'Assemblée nationale en France plus le gouvernement réunis en un seul institution. Donc ils sont jugés partis, et on l'a vu au moment des contrats avec les Big Pharma et compagnie. Absolument, plus imposer la réforme des retraites, imposer la réforme de l'assurance chômage, évidemment faire un saccage social sur tout le système de protection sociale français, et donc Macron a obéi au doigt et à l'œil. Macron est un fonctionnaire de Bruxelles, il faut en être persuadé. Et donc il est aux ordres de Bruxelles et aux ordres de Washington, et probablement également, moi je le dis, c'est un agent EPAC,
L'EPAC, c'est la commission des affaires publiques israélo-américaine. Et donc on voit bien que tous les actes qu'il a fait depuis 10 ans, à la fois à l'époque de Hollande, puis après président de la République, c'était toujours en faveur de l'économie américaine. Ouais. Vous voulez dire que vous allez loin là, en besogne. Vous dites que carrément Macron est je dirais pas à la solde, mais il est à la traîne. Il obéit à. Déjà, il est fonctionnaire de Bruxelles dans les faits. Il est effectivement président de la République, mais fandoche. Non, dans les faits, on peut pas dire. Il n'est pas structurellement. Mais quand vous obéissez aux ordres permanents d'Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui donne quand vous l'amenez voir Xi Jinping, effectivement, et quand vous recevez Xi Jinping, elle est là, Ursula von der Leyen, c'est ça? Exactement. Donc il y a une occupation administrative et de Bruxelles en permanence. Donc vous vous dites que, en fait, je caricature bien sûr, mais à peine, cette élection n'a servi à rien. À rien. Absolument, c'est une mascarade, ça fait des années que je le dis, c'est une mascarade pseudo-démocratique. On fait croire aux citoyens européens qui vont voter, qui vont élire leurs représentants, etc. Certes, ils sont là, mais ça reste des députés potiches qui n'ont aucun pouvoir. Le Parlement européen est totalement impuissant, puisqu'encore une fois, c'est le monopole absolu des pouvoirs, les pleins pouvoirs sont à la Commission européenne. Alors, d'où la transformation de la Commission européenne en Fédération européenne très prochainement. Alors, on va voir, on va suivre ça. Bien sûr. Lucien Cerise, à votre avis, y a-t-il d'autres enseignements à tirer de cette élection, de ces élections européennes qui ont eu lieu dimanche? Oui, parce que en fait, alors, il se peut que ça ne change pas grand-chose, au parcours, à la trajectoire que prend l'Union européenne. On peut s'inquiéter effectivement de la transformation en fédération, etc. Bon, malgré tout, là on voit en fait qu'il y a quand même beaucoup de réactions négatives au scrutin, puisque certains y voient le retour du fascisme, le retour de la bête immonde, et avec le succès des partis. Dits populistes, c'est vrai, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre même, l'Angleterre, pardon, l'Angleterre n'est plus là, mais en France et ailleurs, c'est ça. C'est ça, voilà. Et donc là, depuis dimanche soir, effectivement, vous le mentionniez tout à l'heure, il y a des manifestations, et puis des déclarations un peu grandiloquentes. Oui, la peste brune est en train de gagner. Voilà, c'est le retour des années 30, on a l'impression effectivement qu'on est vraiment là, au bord, je dirais, de la deuxième guerre, la troisième guerre mondiale, ou au bord de quelque chose de très 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 grave. Sachant que, en fait, alors, ce qui est fou, c'est que c'est la contestation là de la voix du peuple, puisque en fait c'est par un scrutin démocratique. Alors il y a peut-être des trucages, j'en sais rien, mais ça reste proportionnel et un tour. Ouais. Donc en fait on peut s'inquiéter justement, alors pour faire le lien avec l'Ukraine, on peut s'inquiéter de la révolution colorée qui nous pend au nez, parce que les révolutions colorées commencent avec des manifestations. Vous dire qu'on peut avoir en France une révolution colorée? Oui, bien sûr, oui. En cas de victoire, par exemple, du Rassemblement national ou de tout autre parti de type souverainiste, populiste, nationaliste, patriotique, peu importe le terme, en fait, de toute façon, ce sera toujours trop, en fait, pour les mondialistes et les wokistes et la gauche caviar, en fait, comme on disait à une époque, toute cette gauche effectivement bourgeoise, et qui en fait refuse donc le verdict des urnes, et qui a commencé effectivement à s'engager dans la rue. Ils sont minoritaires, mais il faut pas. Est-ce qu'il faut faire attention? Ces manifestations sont minoritaires. C'est pas le peuple qui est descendu dans la rue en disant attention, halte au fascisme. Mais ça. Les révolutions colorées sont toujours réalisées par des minorités actives. Je veux dire, les nazis en Ukraine sont une minorité. Quand ils se présentent aux élections, ils font 5% maximum. Et même parfois, ils arrivent même pas à se présenter aux élections, où ils sont obligés de faire des coalitions, etc. Et puis, oui, voilà. Je veux dire, j'ai bien étudié le sujet. C'était l'objet de mon livre. Donc, effectivement, ce sont des minorités de toute façon. Alors, que ce soit dans les anciens pays du bloc communiste, comme en Géorgie aussi, ou
ou que ce soit dans les pays du monde arabo-musulman, puisqu'en 2011, il y a eu une série de coups d'État, maquillés aussi en révolution populaire, et c'est passé à la postérité sous le terme de printemps arabe. Ouais. Donc bon, enfin, j'en parle un petit peu aussi dans le livre, parce que bon, en gros, c'est la même méthode. C'est copier-coller dans tous les pays, à chaque fois. Des minorités agissantes, quoi. Des minorités agissantes, et puis donc des gros plans. Enfin, pour les médias, on fait des gros plans sur des jeunes, plutôt sur des jolies filles, et puis sur en fait des braves gens qui sont dans la rue, qui ont l'air totalement inoffensifs. Et pendant ce temps-là, effectivement, vous avez des gens, ensuite des groupes de combat, plus ou moins paramilitaires, bien entraînés, et qui eux, passent à l'attaque, et attaquent les forces de l'ordre, et puis commencent à, défoncer les portes des ministères. On appelle ça les Black Blocs. Alors en France, voilà, c'est ça. Donc en fait, cette armée de casseurs peut être recrutée à l'extrême gauche, à l'extrême droite, comme en Ukraine, ou dans les milieux islamistes. Donc en fait, ce sont les trois branches aujourd'hui des réseaux gladiaux, en quelque sorte, enfin des réseaux néo-gladiaux. Les réseaux gladiaux, on tire les ficelles derrière pour organiser. Effectivement, vous avez raison. Il faut quand même toujours rappeler que combien de nazis en Allemagne en 1910, 5%. Combien de bolcheviks en Russie, combien de fascistes en Italie, etc. dans les années 1900 et quelques. Écoutez, on va continuer à en parler effectivement et de l'Europe avec Bernard Monod et de la guerre hybride. D'ailleurs, tout ça quelque part se rejoint avec Lucien Cerise après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, vous aussi, je le sais, auditeur résistant de Sud Radio. Et nous sommes avec Lucien Cerise, auteur de Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, paru aux éditions Culture et Racine. Il faut lire, ce sont des bouquins de fond, comme celui de Bernard Monod. Il faut lire les bouquins de fond, vous savez, c'est très bien ce qu'on vous dit, etc. Mais n'oubliez jamais que ce qui est l'essentiel, c'est le travail de fond. C'est le travail qui consiste à aller vraiment chercher, trouver des faits, des connexions, et les transmettre. Ce que fait aussi Bernard Monod avec l'Eurovision pour les peuples. Mais alors, Bernard Monod, quand vous dites est-ce que c'est vraiment jouer l'Europe fédéraliste? Je crois que vous allez un peu peut-être vite en besogne là-dessus. Et qu'il y ait des plans qui sont peut-être sortis des cartons, c'est clair. Est-ce que franchement c'est joué? Est-ce qu'il n'y a pas justement soit un retour des peuples, soit en tout cas on le sent dans ces élections. Ce qui était intéressant effectivement, c'est pas l'appareil, tout ce que vous dites sur l'appareil, la technique et l'Union européenne, et le Conseil européen et la Commission, etc. Mais les gens quand même se sont exprimés, ils auraient pu... Effectivement, il y a les abstentions, mais ils auraient pu rester chez eux. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans cette Europe dimanche. Un fractionnement, mais bon, vous savez, la percée du RN, ils sont passés de grosso modo 23... il y a 10 ans, on était déjà à 23%, à 89, oui. donc à 32%, vous rajoutez les 5%. Non, mais je parle en général, oui, et puis, je voudrais bien faire comprendre à vos auditeurs que la France, c'est 1/25e de l'Union européenne. Donc le fantasme de croire que même si en France, on arrivait à une majorité de plus de 50%, il se passerait rien de toute manière, encore une fois, techniquement. Au niveau c'est européen. La Commission, absolument, la Commission européenne a 100% des pouvoirs. Donc c'est une illusion qui est vendue aux citoyens et qui marche parce que tout le monde s'emballe, etc. Mais il se passera rien. Et moi je vous dis, je fais le pari et j'espère avoir tort, j'espère le perdre, que la Fédération européenne est déjà dans les cartons. Ça a été déjà voté. Et aussi bien l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen, et que la Commission européenne va être remplacée par la Fédération européenne. Et je pense que c'est Mario Draghi qui va en prendre la tête. Attendez, Bernard Monod, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de frontières, il n'y aura plus un pays, l'Europe? Il n'y aura plus. Est-ce que ça arrive à ça?
Le jour où la signature de la Fédération européenne est votée au Conseil européen, ça peut très bien arriver d'ici la fin de l'année. Oui. Eh bien, c'est la fin de la France juridiquement. Ce sera la fin de 1000 ans de nation française. Oui, vous voulez dire que les frontières vont exister, mais le pouvoir ne va plus être dans les nations, enfin chez les nations. Mais juridiquement, ce sera définitivement transmis à Bruxelles, et donc, et vous allez voir dans 1 an ou 2 ou 3 ans, Macron tentera qu'il restera jusqu'au bout, à moins qu'il soit destitué. Ce qui n'arrivera pas, même si le RN est majoritaire, eh bien, il aura l'ambition de devenir président de la Fédération européenne après Mario Draghi. Mais pardon, ça veut dire que juste, et ce n'est pas un point de détail, la France perd son siège au Conseil de sécurité. La suite, vous avez tout à fait raison. L'étape suivante, c'est que la Fédération européenne va réclamer, bien entendu, en tant qu'entité juridique et personne morale, va réclamer, bien entendu, de substituer l'État fédéral à la France, qui a ce siège permanent depuis 1945, et donc grâce à l'URSS, quand même, il faut quand même le rappeler. Hein. Et donc on perdra notre siège, et l'étape suivante, ce sera que la Fédération européenne réclamera la dissuasion nucléaire française au nom de la défense européenne. On communique la dissuasion nucléaire. Absolument, ce sera partagé. D'ailleurs, vous avez entendu Macron et déjà évoqué ça dans la défense européenne, la souveraineté européenne. Enfin. Alors, toute la mécanique est là. Lucien Cerise, revenons à l'Ukraine. Cette guerre d'attrition qui dure déjà depuis 2014, vous le rappelez, et non sans raison, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, tout se passe comme si les dés étaient non pas pipés, mais oui, déjà pipés, mais que la guerre est pliée et qu'on fait semblant jusqu'à quand? Élections américaines et tout, qu'est-ce qui se passe là? Nous assistons à quoi aujourd'hui? Justement, en fonction des plans de l'OTAN, en fonction de la Russie aussi, qui a son rôle de grande puissance, etc. Je pense que en fait, comment dire, il n'y a plus de pilote dans l'avion. Donc où il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs plutôt. Voilà, oui. Oui. Parce que on voit bien que les déclarations bellicistes de Macron sont désavouées par Stoltenberg, enfin Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Donc alors on pourrait peut-être, on pourrait imaginer que en fait il y a une répartition des rôles, un peu le principe là du méchant flic et du gentil flic, et qu'il y en a un qui doit provoquer en parole, et pas qu'en parole d'ailleurs, la Russie, avec des instructeurs, etc. Voilà. Oui. Sachant que tout ça existe depuis 2014. Encore une fois, en fait, c'est sourcé dans mon livre. Il y a des instructeurs de l'OTAN depuis 2014. Depuis 2014, oui. D'accord. Oui. Il y a aussi des fonds d'investissement de l'OTAN depuis 2014 qui viennent en fait alimenter comment dire, les structures militaires ukrainiennes. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail de militarisation et de bunkérisation de l'Ukraine. C'est pour ça aussi que d'ailleurs l'armée russe progresse lentement, parce qu'en fait il y a tout un tas de villes qui ont été fortifiées, ou de petites, ou parfois de villages, et donc il y avait une sorte de ligne Maginot qui a été construite sur la frontière du Donbass, et puis on a entendu parler aussi des 12 bases de la CIA là à la frontière nord-est, à la frontière russe. 12 bases, ça a été confirmé d'ailleurs par les journaux américains, etc. Oui. Et puis des laboratoires aussi de recherche sur les armes chimiques ou sur les armes biologiques. 29. Oui, 29 laboratoires, dont la moitié américains. Voilà, oui. Alors j'avais plus le chiffre en tête, merci. Mais avec d'ailleurs une forte implication de Joe Biden et de son fils, qui est Burisma. On se rappelle Burisma, etc. Oui. Et donc il y a tout ce travail effectivement de militarisation, de transformation de l'Ukraine en base militaire. En militarisant les civils, mais pardon, Lucien Cerise, l'achat des terres et des millions et des milliers d'hectares de terres, les terres de blé par BlackRock, Monsanto, BlackRock et compagnie, c'est pas l'OTAN, ça?
Non, c'est la politique américaine. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait le coup d'État, enfin les deux coups d'État, enfin les deux révolutions colorées de 2004 et celle de 2014 ont ouvert l'Ukraine au grand capital aussi, et pas uniquement à l'OTAN. Tout ça, ça va ensemble de toute façon. Donc effectivement, la révolution colorée de 2004 n'a pas suffi, et donc 10 ans plus tard, il y en a une seconde qui d'ailleurs commence en réalité au printemps 2013, parce qu'en général on l'a fait commencer en novembre 2013. En fait, elle commence au printemps avec les mêmes agitateurs, les trois figures de l'Euromaïdan, qui étaient donc Arseny Yatsenyuk, donc l'homme de la banque, Vitaly Klitschko, donc le boxeur à la retraite, là, qui lui, c'était vraiment l'homme de Merkel, en fait, l'homme des Allemands, l'homme d'Angela Merkel. Voilà. Oui. Et puis Oleg Tiagnibok, donc le président du parti Svoboda, donc du parti néo-nazi Svoboda, qui organise des événements en fait déguisés, en portant des vêtements de la Waffen-SS. Bon, carrément. Oui. Tous les ans en fait, ils font une journée souvenir en mémoire en fait des Ukrainiens de l'unité de l'unité de supplétifs ukrainiens de la Waffen-SS. Voilà, et donc avec aussi tout l'imaginaire. Les Bandera et compagnie, le c'est souvenir ça, de Bandera, etc. Oui, c'est en tout cas donc juste pour vous, ça va continuer. En tout cas, Oui, ça va continuer parce que effectivement, là-dessus vient se rajouter en plus le lobby LGBT, en fait, qui est très présent à l'OTAN, et qui a bien. Il y a un lobby LGBT. Vous voyez, vous en parlez dans votre livre, mais il est vraiment important ce lobby LGBT à l'OTAN. Oui, et on peut le voir justement à l'œuvre, toujours pareil, donc en Ukraine depuis 2014, puisque à la suite du coup d'État, en fait, il y a tout un arsenal juridique pro-LGBT qui a été implémenté dans le droit. Ukrainien. D'accord. Et puis les premières Gay Pride commencent en 2014 également. Mais en quoi ça va dans l'effort de guerre, ça? Moi, j'ai rien contre, c'est pas le problème. Pourquoi pas des manifestations LGBT? Mais qu'est-ce que ça amène à la stratégie de l'OTAN, ça? Je ne vois pas. Alors là, c'est plutôt sur le versant de la guerre psychologique. Alors même s'il y a une unité de combattants LGBT, ça c'est assez surréaliste. Ils ont leur site. En fait, c'est un syndicat de soldats LGBT. Le site est en 3 langues, donc ukrainien, anglais et français. Là, je ne sais pas pourquoi. Mais les Russes, ils sont pas là. Ils ont viré la langue russe. Donc en fait, tout est possible à notre époque. On est vraiment dans une époque intéressante. Mais c'est plutôt là, effectivement, le LGBT sert en fait à poser la ligne de démarcation de l'Occident aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire les frontières de l'Occident et de l'OTAN sont les frontières du LGBT. Poutine n'a pas du tout pris cette position, donc comme ça permet un clivage. Oui. Tout à fait. Le mur des valeurs. Le mur des valeurs. Alors justement, Bernard Monod, vous parlez l'Europe des patries, etc. Mais alors, l'Europe des patries, elle est mal barrée, puisqu'on parlait de valeurs. Si selon vous, c'est pratiquement, vous ne dites pas que c'est plié, vous espérez avoir tort, effectivement. Mais alors, qui défend l'Europe des patries, à part les souvenirs du général de Gaulle qu'on évoque tout le temps, mais ça suffit pas, les totems. En France, aujourd'hui, personne. Je ne vois personne, en tout cas de visible. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est prendre de la hauteur sur les grands événements. Depuis 2008, il y a eu un premier coup de semonce, c'était la crise, le Big Bang mondial sur les banques, la finance, qui est partie des États-Unis. 2008, vous parlez des subprimes, oui. Depuis 2008, tous les pays qui ne veulent plus être sous l'hégémonie, la suprématie du dollar, se sont organisés. Donc, ils ont mis environ 10 ans. Et là, depuis 3 ans, et notamment depuis l'année dernière, ils se sont constitués dans l'organisation des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus 5 autres pays, dont l'Arabie Saoudite, etc. Il y a 35 autres pays qui tapent à la porte pour rentrer dans l'organisation. Il y a un sommet des BRICS en ce moment, des ministres des Affaires étrangères. Exactement, et le plus gros sommet, l'année dernière c'était Johannesburg, en août 2023, et là ce sera à Kazan, en Russie, puisque la présidence est tenue cette année par la Russie. Non mais d'accord. Donc ça veut dire que quoi? Il veut dire que le pouvoir, l'hégémonie et la suprématie américaine grâce au dollar est en train de s'effondrer.
Le pétrodollar n'existe plus déjà dans tous les échanges dans les BRICS. Leurs contrats sont en yuan, etc. Donc les achats de gaz, de pétrole. C'est fait, c'est à ce point-là, parce que le dollar existe encore. Faut pas. Non, mais entre eux, ils commercent déjà donc en yuan, et puis ils vont créer leur prochaine monnaie commune entre eux, qui sera probablement gagée sur les matières premières et sur l'or. Ça sera annoncé, je sais pas quand, mais en tout cas c'est l'agenda, en tout cas qu'a les BRICS. Donc nous avons une opposition frontale en fait entre les deux blocs, c'est-à-dire le G7 qui pèse de moins en moins. Donc le G7 c'était les 7 pays occidentaux, et puis les BRICS de l'autre côté qui deviennent de plus en plus puissants. Le poids économique des BRICS est déjà passé en faveur des BRICS depuis 2022. Donc l'Occident est en train de s'effondrer par son surendettement, et donc c'est bien pour ça que j'ai intitulé mon livre il y a déjà 5 ans, Le patriotisme ou la banqueroute. L'Occident n'a pas voulu faire de patriotisme, on a fait du mondialisme, et nous allons connaître la banqueroute. C'est peut-être ça, paradoxalement, qui va nous libérer, parce que ça va être le chaos financier, bancaire, monétaire. Je signale à vos auditeurs que l'euro numérique est déjà prêt. Le moment où le système bancaire tombera, probablement dans des émeutes ou des insurrections, etc., ils imposeront l'euro numérique comme ils imposeront le dollar numérique, etc. C'est une manière. On en a déjà parlé. Absolument. Ursula von der Leyen nous aussi. Nous travaillons dessus au Cercle national des économistes. On a théorisé et on a rendu ça pratique. Et en fait, c'est une manière d'enfermer la population dans une monnaie qui vont être obligés d'utiliser, qui sera versée par la Banque centrale européenne. C'est ça, en fait, le grand danger, et donc la mise en place d'un projet totalitaire, économique, social, monétaire et financier. Oui, on verra si ce pire, parce que c'est un pire. J'espère avoir tort, mais malheureusement, les faits me donnent raison. Lucien Cerise. Oui. Là, en fait, on va jusqu'au transhumanisme. Après, c'est-à-dire que là, les monnaies numériques, c'est dans l'agenda du Forum de Davos, qui donc théorisé par Klaus Schwab, qui parlait de la 4e révolution industrielle. C'est en fait l'informatisation de la société et le contrôle. Voilà, oui, et puis l'informatisation de la nature, même, allons jusqu'au bout, c'est avec effectivement un projet utopiste d'organisation scientifique de la société. C'est toujours le projet des utopistes. Vous le disiez aussi, Lucien, sur la disparition de la biologie, et puis voilà, les implants. Oui, parce que pour l'instant, on peut payer par exemple avec le smartphone, avec le téléphone portable. L'étape ultérieure, c'est payer en posant votre main, parce que vous aurez la puce électronique à l'intérieur de la main. Mais c'est surtout payer avec quelle monnaie ? Si on transforme l'euro en euro numérique, donc ce sera toujours la Banque centrale européenne qui mettra la monnaie, et donc on sera soumis totalement à un régime financier totalitaire. Et puis avec le pire, c'est la monnaie fondante. Mais c'est ça, et c'est exactement leur projet. En fait, on sera obligé en fait, ça interdit l'épargne. Donc Donc les résistants devront opter pour le cash, c'est ça. Sauf s'ils suppriment l'euro, le dollar ou la livre sterling. C'est intéressant. On parlera du Brexit en fin d'émission, mais pour le moment, une petite pause. Oui, et puis vous aurez la parole, évidemment. Je crois qu'il y aura David avec nous au 0826 300 300 dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Très bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkov, avec Bernard Monod et avec Lucien Cerise qui sont nos invités aujourd'hui. Puis avec bien sûr David qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour André, merci pour votre émission. Bonjour Bernard, bonjour Lucien, et puis bonjour Esteban aussi, qu'on n'entend pas trop. J'ai une petite question toute simple. Je vous écoute depuis le début, et quand vos invités parlent depuis 2014, il y a un peu tout qui est décidé. Aujourd'hui, est-ce que ça sert encore de voter aux européennes ou pas, ou ailleurs ?
Alors, bonne question. Bernard Monod, je suis sûr que vous allez dire non. C'est une excellente question. Ouais. Je réponds non. Je l'avais déjà dit avant les élections de 2019 et de 2024. Je suis bien placé pour le savoir parce que ancien député européen, j'ai été élu à l'époque, j'y croyais. Non, en fait, d'abord, il faut retenir que 48% des Français n'ont pas voté, donc ils ont intuitivement ils ont voté quand même. Il faut pas. Oui, non mais il y a un négatif, cher Bernard. Non mais c'est une réalité. On parle de faits là. Oui, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'est totalement inutile et que le Parlement européen ne sert strictement à rien. C'est une structure impuissante et les députés européens sont fantoches. Voilà, je le dis. Oui. Simplement une chose avant de passer la parole à Lucien Cerise. Je pense que ça a quand même une grande utilité, ces élections européennes. Ça a permis de provoquer la dissolution et de provoquer en tout cas en France, à l'intérieur de la France, même si ça change rien au niveau de l'Europe, ça a promis quand même une onde de choc qui n'est pas négligeable. Donc rien que pour ça, c'est pas mal d'aller voter. Mais sur le fond, je comprends ce que vous dites. Lucien Cerise. Alors j'ai une autre approche sur le plan méthodologique, on pourrait dire. Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'applique la théorie des jeux. C'est-à-dire que en fait, si moi je ne vote pas, de toute façon, les autres voteront à ma place, en quelque sorte. Donc je suis pris en fait dans un système concurrentiel donc dans lequel mécaniquement l'abstention de toute façon favorise le plus fort. C'est-à-dire que pour moi l'abstention, c'est pas pour moi, c'est a une fâcheuse tendance en fait en réalité à favoriser le favori. C'est-à-dire donc à partir de là c'est une sorte de vote par procuration. Donc en 2022 le favori à la présidentielle c'était Macron, l'abstention a favorisé Macron. Là cette année le favori c'était le RN, enfin Bardella, donc l'abstention en réalité a favorisé le RN. Ça change, hein, le paysage, enfin l'environnement est pas toujours le même. Vous auriez raison si le Parlement européen avait du poids politique. Or, il n'en a aucun. Ah non, mais... Il n'a aucun droit de veto. Et en fait, qui que vous votiez, ça profite à la Commission européenne au final. Donc tout ça, c'est du vent. C'est-à-dire que non, en fait, vous parlez à l'échelle européenne et Lucien Cerise parle à l'échelle française. Et c'est intéressant. C'est deux choses différentes. Non, vous êtes dans deux échelles différentes. C'est les symptômes politiques nationaux, mais tout ça ne change rien dans l'absolu, selon moi. Non, mais je crois très sincèrement. Alors ça, vous posez le problème de abstention piège à con ou élection piège à con. C'est clair quand même, en général. Qu'est-ce qui reste au peuple ? Parce que c'est très joli, nous sommes le ministère de la parole, ici. Mais qu'est-ce qui reste au peuple? Si on fait pas de référendum, et qui décide de faire le référendum, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qui reste au peuple, sinon de voter? Le vote au présidentiel, c'est le seul moment, c'est la mère des batailles, et c'est le seul moment où les Français, mais ils sont tellement désinformés, manipulés à tout instant, qu'ils votent toujours pour leur bourreau. Ça a été le cas de Macron 2 fois, Hollande, Sarkozy, Chirac avant. Rappelez-vous 2002 avec le retour de la peste noire en 2002. Enfin bon, et on a eu Chirac, et Chirac il a été toujours dans le sens également de... Lucien Cerise. Oui, qu'est-ce qui nous reste effectivement? Alors donc vous mentionnez donc les élections présidentielles, absolument. Mais il y a quand même des scrutins locaux par exemple aussi qui peuvent permettre, d'endiguer en quelque sorte le mondialisme. Il y a quand même des maires, des maires dans les municipalités qui font du bon travail. Moi, je suis moins en fait sceptique concernant le système électoral. On entend beaucoup parler de trucage avec le vote électronique, par exemple. Ça, c'est un risque. C'est vrai. Il risque. Voilà, mais bon, c'est globalement. Si on regarde, si on fait par exemple le dépouillement là, dimanche soir, je fais le dépouillement. Je participais en tant que scrutateur. Globalement, je dirais. On a le droit de signaler si on a observé un trucage. En fait, personne n'observe. Il n'y a jamais de signalement ou très très rarement. Donc en fait, il y a des bourrages durs. Mais les trucages sont pas faits dans le bureau. Les trucages sont faits au carrefour du ministère de l'Intérieur. Il
Il y a des cellules spéciales pour ça. On peut comparer les résultats proclamés par le ministère sur le site du ministère de l'Intérieur avec les résultats réels. Là, pour le coup, en fait, avant tout trucage possible, c'est-à-dire en fait dans les bureaux de vote ou au bureau de vote centralisateur. Les assesseurs devraient être au ministère de l'Intérieur et non pas dans les bureaux de vote, selon moi. Oui. Voilà, en tout cas, qu'il y a une réforme à apporter. On vous départagera pas là-dessus, mais c'était très important de parler de l'Europe et de parler de cette guerre hybride. Et encore une fois, je vous renvoie au livre de Lucien Cerise sur la guerre hybride de l'OTAN, Culture et Racines, et au livre de l'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou la banqueroute. Encore une fois, ayez question à tout, ayez lecture à tout. Merci Bernard Monod d'avoir été avec nous. Merci Lucien Cerise d'avoir été avec nous. André Verkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h. Vous recevrez Patrice Franceschi pour le face-à-face. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.